Et vous êtes là, c'est magnifique. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle émission d'Entrons en Résilience sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, la radio du développement personnel, je ne le répéterai jamais assez. Aujourd'hui, on a un invité, je dirais bien façonné par la vie. On est tous façonnés par la vie, mais vous allez voir que cette jeune femme, c'est quand même assez exceptionnel. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Evelyne Proulx. Bonjour Patrick. Est-ce que j'ai bien prononcé cette fois? Oui, 10 sur 10, c'est parfait. Ok. Vous pouvez dire bonjour à tous les gens qui nous écoutent, hein, pas juste à moi. Parce que bonjour, merci d'être là. Merci. J'espère en tout cas, et puis je vous promets, on n'est pas juste deux aujourd'hui. Vous êtes très nombreux depuis le pilote, en fait, depuis le départ de l'émission. On en a quelques-unes déjà de passer à la première diffusion de celle-ci. Aujourd'hui, vous savez, Evelyne et chers auditeurs aussi, vous commencez à l'appréhender, les émissions sont rediffusées plusieurs fois sur différents supports. Donc, vous allez tellement adorer Evelyne aujourd'hui que vous allez vouloir revoir cette émission au moins une centaine de fois. Evelyne, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Je parlais, vous avez été façonné par la vie. Le côté joyeux, jovial, on va s'en rendre compte tous ensemble très rapidement. Le syndrome de Marfan. Oui. Voilà, là, j'ai l'impression qu'on est dans un film d'Harry Potter. C'est pas magique, Patrick, ce syndrome-là. En fait, c'est une maladie du tissu conjonctif qui fait en sorte, je vais vraiment l'expliquer de façon très brève, là, qui fait en sorte que tous les tissus à l'intérieur du corps sont plus lousses. Donc, c'est un syndrome qui est rare. Oui, on écoutait en Europe, là. Alors, loose, okay. Ça veut dire plus élastique, okay. Plus étanche. Puis, moi, en fait, mon aorte, au niveau du cœur, était affectée. Elle est en train de se dilater, de s'ouvrir. Donc, pour pas qu'il y ait une rupture, j'ai subi une chirurgie cardiaque à cause de ce syndrome-là. Ce syndrome-là, vous l'avez eu, il a été décelé, à partir de quel âge? Le diagnostic a été posé à l'âge de 26 ans. Je l'ai toujours eu, en fait, là. Je suis née avec, sauf que ça a été vraiment diagnostiqué parce qu'il y en a dans la famille. Puis, étant donné que c'est rare, aussitôt qu'il y a un cas dans la famille, il y a des tests là, qui se font par la suite. Okay. Il y avait déjà eu des précédents dans votre famille? Oui, mais c'était pas très, très connu à l'époque. On suppose que mon grand-père maternel serait décédé d'une crise cardiaque qui est peut-être en lien avec le syndrome. Donc, par la suite, il y a eu des tests qui sont faits. J'avais pas vraiment de symptômes qui démontraient que j'avais des problèmes au niveau cardiaque. J'étais essoufflée quand je montais les escaliers à quelques reprises, mais je pensais que c'était à cause de mon surplus de poids, pas à cause d'un syndrome ou d'une maladie quelconque, là. D'accord. Et ça ne touche que le cœur, ce syndrome-là, en règle générale, ou ça peut atteindre d'autres tissus? Ça peut atteindre les yeux, tout ce qui est au niveau de l'articulation. Moi, je suis chanceuse, présentement, mon cœur est atteint. Il y a quelque chose au niveau des yeux, mais pas assez là, pour que ça soit majeur. Je dois prendre des médicaments pour le cœur, pour réguler ma tension cardiaque. Mais sinon, je vais vraiment bien. C'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre. C'est quelque chose qui est peu connu aussi. Qu'est-ce qui est plus difficile, c'est quand on va dans les hôpitaux et les gens savent pas de quoi qu'on parle. C'est plus ça qui est difficile à vivre, mais sinon, ça va vraiment bien de mon côté, oui. Quelque chose de pas très connu, est-ce que ça veut dire que ça n'est pas pris en charge par le système médical? Non, au contraire, c'est juste que quand on arrive dans une urgence qui est moins spécialisée, dans un hôpital qui est moins spécialisé, on doit expliquer ce qu'on a. Les gens vont pas connaître nécessairement la maladie, mais tous les symptômes, ils vont être capables de les traiter. Comme si j'arriverais et j'aurais un problème au niveau du cœur, ils seraient capables de le traiter parce qu'ils en traitent d'autres. Mais le syndrome en tant que tel, c'est un peu moins connu là, dans les hôpitaux québécois ici. Ouais. En France, par contre, c'est plus connu. Ah bon? D'accord. Oui. Ouais. Ça veut dire qu'il y a plus de cas en France ou en Europe qu'au Québec? Je m'avancerai pas là-dessus. Je pense simplement que les gens, ils ont peut-être fait plus de recherches et tout ça. Il y a plus d'organismes aussi qui défendent les droits des gens qui vivent avec le syndrome de Marfan en France.
Mais au Québec, il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose aussi qui paraît pas, hein. On le voit pas là, dans mon visage que j'ai le syndrome. Donc, je pense que c'est peut-être plus difficile de le vivre pour les gens qui ont vraiment des atteintes plus que moi, là, de le vivre au quotidien. D'accord. Ouais. Je vais me permettre un électrochoc, puisqu'on est dans le cardiaque. C'est-à-dire, je vais faire aucune transition. C'est au cas où pour réveiller certains de nos auditeurs qui se seraient un petit peu assoupis. Est-ce que ces problèmes cardiaques et liés au syndrome, c'était avant ou après les agressions que vous avez subies? Moi, en fait, à l'âge de 22 ans, j'ai quitté un milieu qui était violent et puis où est-ce que j'ai vécu des agressions sexuelles. À partir de cette époque-là, j'ai travaillé sur moi. J'ai vécu plein de choses. Puis à l'âge de 26 ans, alors que je faisais vraiment du travail sur moi, que j'essayais de me reprendre en main suite aux agressions sexuelles puis à la violence, j'ai appris que j'avais le syndrome parce qu'on l'avait découvert dans ma famille. Donc, j'ai reçu un appel, puis c'était comme un protocole, étant donné que c'était génétique. Il fallait passer les examens. Oui, c'est vraiment... Oui, pardon, je vous écoute. J'allais dire, je voulais ajouter, c'est vraiment comme à la télé. Je sais pas si vous avez déjà vu l'annonce, la publicité, que on reçoit un diagnostic, puis on est comme projeté par l'arrière, là. Ouais. C'est vraiment particulier, comme c'est dur à expliquer. La personne qui nous l'annonce, elle, pour elle fait ça à chaque jour, puis elle a pas de mauvaise intention, mais nous qui sommes assis dans le fauteuil, qui reçoit un diagnostic de la sorte, c'est quelque chose. Ça change une vie, là. Ouais, je comprends. J'ai aucune idée au niveau technique là, si la connexion est bonne. C'est assez curieux parce que des fois il y a des gens qui sont très loin quand on fait une entrevue à distance comme ça et la connexion est bonne. Puis des fois on n'est pas très très loin puisque vous êtes au Québec, je pense là, c'est ça? Oui, je suis à Québec moi. Ouais. Puis j'ai l'impression que en fait on est voisins. On vous l'a pas dit, chers amis là. Evelyne et moi, on est voisins. Non, c'est pas vrai. Mais on est pas dans la même rue, mais je me demande si la connexion est bonne ou si on a encore quelques petits problèmes à ce niveau-là. L'émission est comme vous, Evelyne, elle est jeune. Donc, on fait avec les moyens à notre disposition au fur et à mesure. On travaille fort de ce côté-là. Je vous avais dit qu'on survolerait le volet de vos agressions. Vous avez vu, j'ai emmené ça, j'ai mis les pieds dans le plat, mais c'était simplement pour vous faire comprendre à vous qui nous écoutez que derrière ce sourire et cette lumière que dégage Evelyne, il y a eu beaucoup de nuages. Ouais. Comment on fait pour dissiper tous ces nuages, surtout quand il y a des contraintes physiques qui restent du fait du syndrome? Oui, je veux juste spécifier, Patrick, que le syndrome n'est pas dû aux agressions. C'est vraiment génétique. Là, je l'avais à ma naissance, c'est juste que je le savais pas. De façon chronologique, les agressions et les abus que j'ai subis, quand je suis partie à 22 ans, j'ai décidé de me reconstruire, mais il était arrivé plein de choses par la suite. J'avais vraiment l'impression que la vie s'acharnait sur moi. Parce que je travaillais mon passé, j'ai fait un état de stress post-traumatique parce que je revivais tout ce que j'avais vécu, comme si je le vivais là, à nouveau, là, dans l'instant présent. Mais il m'arrivait plein de choses. L'incendie de mon appartement, après ça, l'annonce du diagnostic, la chirurgie. J'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, c'est gros ce que je vais dire. Je pense que je le referais. Surtout la chirurgie parce que ça a tellement changé ma vie. En fait, j'ai vraiment découvert mon essence. Tu sais, se réveiller après une chirurgie puis se dire wow, tu sais, je suis toujours là. Je me rappelle, je pleurais, moi, dans mon lit. Je pleurais, les infirmières disaient, mon Dieu, elle doit avoir de la douleur parce que c'est souffrant quand même physiquement. Là. Puis, mais je pleurais parce que j'étais en vie, parce que je pouvais manger, parce que... Vous pensiez ne pas revenir au moment d'aller à l'opération? Ben, la peur de la mort, c'est sûr que ça faisait partie de mes appréhensions face à la chirurgie, mais c'était quand même minime parce qu'ici, les soins au Québec sont bien, là, on est vraiment spécialisés. Mais oui, on signe une décharge, comme de quoi que ça se pourrait qu'on décède pendant l'intervention. Fait que quand on signe, tu te dis « Ah, c'est comme si j'accepte
que je peux mourir. Mais je l'ai accepté, puis ça aussi, ça a changé ma vie. Tu sais, j'ai fait mon testament, j'avais 26 ans, là. C'est particulier, là, comme situation. Je suppose qu'on ne signe pas la décharge de la même manière que quand on va faire du saut à l'élastique ou une autre activité ludique. Non, c'est pas la même chose. Là, c'est vous qui nous en avez glissé une, là, comme on dit tout à l'heure, quand moi j'ai parlé d'électrochoc, pour faire allusion aux agressions sexuelles. Vous avez parlé d'un incendie. Oui. C'est un détail, ça, c'est ça? Ben, ça dépend. Je pense que ça dépend de la vision de chaque personne. Pour moi, c'était en 2010. Puis, c'était l'année où est-ce qu'il faisait exprès. Ben, il fait tout le temps froid au Québec, là, surtout pour vous, Patrick, hein, probablement que. Je confirme. Mais il faisait très froid cette année-là, plus qu'à l'habitude. Puis j'étais à mon travail, je venais de commencer un travail, je venais de déménager, ça faisait 2 semaines dans cet appartement-là. J'ai reçu un appel comme de quoi que l'appartement avait passé au feu dû à un problème de la cuisinière qui appartenait au propriétaire. J'épargne les détails, mais ce que j'ai trouvé difficile, parce qu'il faut aller sur les lieux, il faut aller prouver que c'est pas de ma faute. Il fallait que vraiment que j'explique que c'était moi qui avais mis le feu. Déjà, quand tous nos biens, tous nos souvenirs sont partis en fumée, parce que moi, c'est plus la fumée que le feu qui fait des dégâts. En plus de devoir expliquer que c'est pas de ma faute, ça, j'ai trouvé ça difficile. Tellement que j'en venais à douter si c'était moi là, qui avait mis le feu, parce que j'étais complètement bouleversée, là. Mais tout ça pour dire que j'ai été choyée malgré tout, parce qu'il y a vraiment des gens autour de moi qui m'ont aidée énormément. J'ai eu beaucoup d'aide. C'est certain que quand on sort de son appartement avec seulement son manteau, son sac à main, puis qu'on n'a plus rien pendant un certain temps, ça, c'est difficile là, de dormir dans les choses de quelqu'un d'autre, avec le pyjama de quelqu'un d'autre parce qu'on n'en a plus. Mais depuis ce temps-là, j'ai jamais été quelqu'un de matérialiste, mais je suis encore moins, là. Je sais pas si vous voyez, Patrick, en arrière de moi, c'est blanc. Oui. Hein, y a rien. Mais ça, c'est ma chambre. Je suppose qu'on voit tous la même chose. Oui. Mais c'est ma chambre. Tu sais, je suis vraiment minimaliste. Ça s'est comme exacerbé chez moi. Je reçois une carte, puis c'est un bonheur. Tu sais, l'incendie, c'est ça qui est créé encore plus. Ça, en même temps, ça tombe bien, je dirais, c'est vraiment pas grave qu'il n'y ait pas de décoration derrière vous, parce que vous savez quoi? C'est vous qu'on voulait voir et entendre aujourd'hui. Donc, bon. Hein? Merci. Est-ce que... moi, je suis arrivé en 2010, donc l'année où votre appartement a pris feu. Puis j'avais entendu que dans ces cas-là, même les voisins qu'on ne connaît pas des fois, là, mais je pense que c'est plus dans les régions, je sais pas, les gens viennent puis vous reconstruisent la maison des fois, ou viennent donner un coup de main. Il y a une sorte de cohésion qui est très forte chez les Québécois. C'est vrai, ça? Oui, moi, dans mon cas, étant donné que c'était seulement un appartement dans un immeuble, ça a été vraiment le propriétaire qui a pris ça en charge. Oui. Mais, tu sais, les voisins, c'est eux, parce que j'étais pas présente quand l'incendie s'est déclaré, c'est eux vraiment qui ont appelé les pompiers. Ma voisine d'en haut m'a offert. Oui, il y a une belle cohésion au Québec, ça c'est certain. Et que je les aime, ces Québécois. Oh, mais vous autres aussi, je vous aime, n'importe où vous soyez. Puisqu'on est écouté à Hawaï, à Los Angeles, enfin, on n'est pas à des milliards là, mais on est un peu partout. Puis ça, merci beaucoup au passage. Bon, bref. Qu'est-ce qui en découle de tout ça? Parce que est-ce que ça a été une loi des séries dans quelques années groupées, les agressions, l'opération avec le syndrome, l'incendie? Est-ce que tout ça, ça s'est fait un peu comme une loi des séries? Oui, en fait, en 2008, ça a commencé le travail sur moi-même dû aux agressions à la violence. Ouais. Après ça, en 2010, l'incendie. 2011, l'annonce du syndrome. 2012, la chirurgie. Puis 2013-2014, de gros problèmes financiers. J'avais pas hâte en 2015, Patrick. je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui est... Mais en même temps, quand 2015 est arrivé, je me rappelle, je me suis dit, il peut pas m'arriver quelque chose de pire, là. C'est impossible. Je veux dire... Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre.
pas dans la manière dont vous l'expliquez, hein. Oui. C'est quand on est victime d'agression. On parlait de la cohésion au niveau du Québec il y a quelques instants par rapport à l'entraide. Mais quand vous avez été victime d'agression, puis vous souffrez d'un syndrome, vous êtes opéré, c'est cardiaque, c'est pas un bobo, vous êtes victime d'un incendie, puis au bout de tout ça, avant de voir la lumière, là, vous faites faillite. Encore une fois, le terme faillite, en Europe, on va l'employer plus au niveau d'une société. Là, c'est à titre personnel, vous avez plus d'argent, vous n'avez plus de quoi vivre, c'est ça? Oui, exactement. Ça veut dire, je ne sais même pas dans quoi vous travailliez à cette époque-là, mais le système en place a fait en sorte que vous vous êtes retrouvé avec rien. J'irais pas jusqu'à affirmer ça, Patrick, parce que avant de déclarer faillite, j'ai eu de l'aide sociale. Ouais. Moi, j'ai toujours été entourée par les services psychologiques de l'aide aux femmes, aux victimes d'actes criminels, victimes d'abus sexuels aussi. J'ai toujours eu des services. J'ai eu aussi des paniers alimentaires. Oui, je pense pas que c'est un manque de cohésion. C'est surtout que par choix, à certains moments, j'ai vécu ces événements-là seule. J'avais besoin de me sentir en sécurité. La chirurgie cardiaque, il n'y a personne qui est venu me visiter, c'était mon choix. J'ai fait ça toute seule. C'est mon choix, je tiens à le répéter. Je pense pas que ça soit un manque de personnes autour de moi ou que les gens voulaient pas me venir en aide, mais les gens savent pas comment réagir. Puis c'est pas par mauvaise intention ou parce qu'on leur a pas appris, c'est que ça vient chercher aussi ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont peur de vivre. Il y a le côté aide psychologique, soutien. Oui. Mais moi, je parlais notamment, puisqu'on parle de faillite, d'aide financière. Vous aviez eu de l'aide dans ces moments-là, avant la faillite, vous aviez eu de l'aide financière? Oui, j'en avais eu. Mais en fait, quand j'ai déclaré faillite, j'ai vraiment été conseillée parce que les dettes j'arrivais plus, là. Ça fonctionnait plus. Tu sais, je réussissais à manger, mais j'avais de l'aide alimentaire, ce qui me permettait de manger et tout ça, mais ça marchait plus, là. Mais il y a beaucoup de services au Québec qui vraiment, si je pense à Moisson Québec ou à des paniers alimentaires, même aux services communautaires, aux organismes communautaires qui offrent de l'aide. J'ai jamais été dans la rue, là, Patrick. J'ai toujours eu un toit sur la tête, puis j'ai toujours mangé. Mais tu sais, à une certaine époque, j'avais plus d'ordinateur, j'avais plus de... Puis pour moi, c'était... La faillite est arrivée après l'incendie et après la chirurgie. Fait que oui, ça a été difficile, mais moins que les autres événements. Je sais pas si vous me suivez. Ouais. Vous étiez travailleuse autonome, quelque chose comme ça? Non, j'étais éducatrice spécialisée. D'accord. Oui. J'étais en arrêt de travail, donc c'était plus difficile à cette époque-là. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'à un moment donné, il y a une aide que vous n'êtes pas allé chercher, financière ou psychologique, par besoin d'être seul ou de ne pas embêter les autres? J'ai un côté très indépendant, mais j'ai appris rapidement à aller chercher de l'aide, par contre. J'appelais tout le temps dans les lignes d'écoute quand j'allais pas bien, parce que moi, je faisais des crises d'anxiété terribles, suite au l'état de stress post-traumatique. Puis, fait que je crois pas, Patrick. Puis je pense vraiment que l'aide qui m'a été offerte, c'était tout ce que j'avais de besoin et même plus, là. Puis... En tout cas, on a entendu le message clair que suite à tout ça, vous êtes devenu encore moins matérialiste. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans tout ça? On va arriver à votre blog, là, puisque on est déjà un peu plus de la moitié de l'émission. Mais j'allais dire, qu'est-ce qui vous a amené, si le blog est venu après, qu'est-ce qui vous a conduit vers ce blog dont on va parler, mais l'état d'esprit, là, qu'est-ce que ça a changé en dehors du côté non matérialiste
dans votre vision de la vie au quotidien, en fait? J'ai toujours été quelqu'un qui s'émerveille facilement par la vie. J'adore l'humain, sincèrement. J'ai une passion pour l'humain. J'ai un amour de la vie aussi qui est assez grand. Je pense que ça s'est juste exacerbé tout ça. Puis à chaque matin, je suis juste contente d'être en vie. Tu sais. Puis je sais qu'à 32 ans, en général, les gens ils pensent pas nécessairement à ça. Tu sais. Mais moi, vu que j'ai choisi, tu sais, de subir l'opération, qu'il y avait un risque et tout ça, ben ça change vraiment ma vision de la vie. Oui, allez-y. Je m'adresse à vous autres, les petits amis, là. Si je vous donne ça juste en anecdote. Tout à l'heure, quand on a mis en place le set, tout ça, on s'est connecté, on s'était jamais vu. Hein, non. Evelyne et moi. Puis, dès que l'image est apparue, ça a été du style « Hey, Patrick !» Je me suis dit, elle a dû se tromper, là. Je vais pas mettre une nappe par terre, on va pas faire un pique-nique, là. J'avais encore rien dit, on n'avait rien fait, elle était déjà contente. Voilà. Oh, oui. Mesdames et messieurs, Evelyne Proulx. Oui. Mais c'est moi, mais ça s'est juste exacerbé, Patrick. Ça s'est juste... Puis je suis vraiment plus moi-même aussi parce que je me suis dit que j'avais plus de temps à perdre. Tu sais, les non-dits, le fait de pas de me respecter, tout ça, c'est derrière moi, là. Puis je trouve ça beau d'une certaine façon parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont vivre des choses, puis ils vont avoir de la difficulté à s'en sortir. Puis j'ai beaucoup de respect pour ça et d'empathie. J'ai travaillé fort, vraiment. Je travaille encore. Mais je pense vraiment qu'il y a un côté qui est intrinsèque, puis il y a un côté aussi qui est de choisir la vie. J'ai vraiment choisi la vie. Dans tout ce que j'ai vécu, j'ai essayé de voir le positif. Oui, ça c'est votre expression, hein, choisir la vie. Oui, vraiment. Ouais. Parce que choisir la vie, pour moi, c'est choisir les beaux comme le beau comme le mauvais. La vie, c'est ça. C'est jamais tout rose ou tout noir, là. Donc, mais il y a toujours une façon de voir quelque chose de rose, ça, j'en suis convaincue, sinon je serais pas là. En parlant de ça, il fait, malgré votre soleil, là, à l'intérieur, il doit faire de plus en plus sombre chez vous, je pense, parce que je vous vois, mais le temps doit devenir un petit peu plus gris dans votre région de Québec. C'est mieux comme ça. Oui, c'est bien aussi. C'est mieux comme ça? OK. Ouais. Puis, ce message, je trouve qu'il est très important. Puis, au niveau de cette émission, c'est mon but principal, mettre en lumière, sans jeu de mots avec ce que je viens de dire, des gens comme vous, parce que votre vision de la vie est forcément utile pour plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui, et d'autres qui feraient bien de nous écouter d'ailleurs. Mais bon. Tout ça vous a amené à aller aussi vers les autres. Vous n'avez pas choisi juste la vie, vous avez choisi d'aller vers les autres. C'est le moment, Evelyne. Là, on lâche les chevaux. Qu'est-ce que c'est cette histoire de blog qui s'appelle Choisir la vie, justement? Oui. En fait, c'est que dans mes milieux de travail, dans le bénévolat que je faisais, les gens que je côtoyais, les gens me disaient que j'étais inspirante. J'avais de la misère à le comprendre parce que pour moi, c'est pas quelque chose à quoi j'aspire de devenir inspirante, mais j'ai compris que ça faisait partie de moi. Puis, à chaque fois que je racontais ce que j'avais vécu ou la façon dont je l'avais vécu, ce que j'avais choisi de faire, choisi de développer chez moi, de travailler, je voyais que ça avait un impact positif. Puis je me suis dit, je peux pas avoir tout vécu ce que j'ai vécu pour garder ces expériences-là pour moi. Fait que je me suis vraiment questionnée à un certain moment, qu'est-ce que je faisais avec ça? Puis j'ai décidé d'aller plus loin puis de partager. Partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris et ce que je continue à apprendre parce que je pense qu'on apprend toujours dans la vie, là. Donc, j'ai vraiment créé un blog qui s'appelle Choisir la vie, qu'on peut trouver facilement sur Facebook. Puis, je raconte, pas toujours dans les détails, plus dans ma façon de voir les événements, ce que je vis au quotidien, ce que j'ai vécu par le passé. Puis, je parle de moi, en gros. Tu sais, je parle pas des autres, je parle vraiment de moi, de mon cheminement et tout ça. Puis je suis surprise de voir à quel point ça touche les gens. Parce que ce que j'écris, pour moi, c'est simple. Tu sais, c'est juste la vie quotidienne, mais j'ai beaucoup de commentaires qui me disent que ce que j'écris, on n'ose pas le dire.
Puis moi, ben, j'ai choisi de le dire. Mais je pense qu'il y a toujours une façon de dire les choses. Puis j'ai choisi le respect et l'humour et la joie. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment ça, choisir la vie. Là. Ben, je vous invite à aller cliquer et regarder justement sur Facebook un hashtag qui s'appelle Entendre dire. Ce qu'on aimerait entendre et ce qu'on aimerait dire. On s'est mis là-dessus il y a quelque temps, puis ça correspond exactement à ce style de message. Je suis convaincu. Vous avez déjà des capsules vidéo sur votre blog? Pas encore, Patrick. Ouais. Mais vous venez de me donner une bonne idée. Là. Ouais. Je vais commencer ça. Parce que ça passe très bien également au niveau du visuel qu'on a rajouté à l'émission radio, nouveau format. Ouais. Je suis convaincu qu'on va se croiser, qu'on va vous croiser déjà sur votre blog, mais peut-être un jour en conférence, en partage, en causerie, peut-être en émission radio, hein, chers consoeurs du futur. Ça a été un réel plaisir d'entendre votre témoignage aujourd'hui. J'espère que vous aussi qui nous avez écoutés avez aimé ce message sucré, je dirais, d'Evelyne Proulx aujourd'hui. Merci beaucoup de cette présence. On arrive au terme de l'émission, déjà, ça va vite. Si vous vouliez résumer en quelques mots, on a parlé du passé, le présent on y est, votre message futur, ça serait quoi, votre vision? Je veux continuer à choisir la vie, mais à me choisir surtout. J'ai vraiment découvert que plus que je me choisis, plus que je suis moi-même, plus que je suis forte, plus je suis capable d'affronter n'importe quoi. Puis j'aimerais le dire aux auditeurs aussi de vous choisir, parce que c'est tellement important, tellement dans tout ce qu'on vit, puis de s'accepter tel qu'on est aussi. Je pense que c'est le plus beau cadeau là, qui m'a été donné à travers toutes ces épreuves-là. Je vous remercie, Patrick, de la visibilité aujourd'hui. Ça me touche énormément. Merci. Ça serait aberrant qu'on ne vous voit pas. C'était très touchant. Merci encore une fois, Evelyne. Puis on va prendre votre conseil au pied de la lettre. Là. On va se choisir. Et oui. Puis, merci d'avoir choisi Radio Clé de Vie et cette émission Entrons en résilience. Au revoir, Evelyne. Salut. Bye bye. Bonne journée.